De retour dans l'Afrique, à Newsroom, nos éditorialistes Samuel Gembok, Gracien Rokindikiza et Daouda Tal sont toujours avec nous. La levée de fonds sur le marché international, une stratégie de plus en plus développée par les pays du continent africain et qui vise à soutenir le développement en injectant de l'argent récolté dans divers domaines tels que l'agriculture ou encore les infrastructures routières. Problème, ces levées de fonds risquent à terme de mettre à mal ces économies africaines car elles augmenteraient le taux d'endettement. Le point tout de suite avec ce sujet de Birama Saounera. Se dirige-t-on vers une crise de la dette en Afrique? De nombreux pays africains procèdent à des levées de fonds sur les marchés financiers internationaux ces dernières années. Objectif, financer les programmes et projets de développement. Selon les économistes, cela entraîne une accumulation de la dette qui risque de fragiliser ces économies. Le premier risque est lié d'abord à la fluctuation du taux de change sur le marché. Quand on s'endette sur le marché international, la monnaie internationale utilisée est le dollar. Le dollar qui est par nature une monnaie fluctuante, donc la dette de ces pays-là aussi fluctue en fonction de la valeur du dollar sur le marché international. Et deuxième risque, ça c'est les défauts de paiement qui peuvent subvenir. Et ces défauts de paiement sont liés d'une part à la conjoncture économique de nos États, qui sont des États à faible économie, et d'autre part, il y a les risques sécuritaires qui sont aujourd'hui inhérents à toutes nos économies à cause de tous les mouvements de terrorisme que nous connaissons. La Côte d'Ivoire serait le pays subsaharien le plus exposé et risque de perdre 11% de son PIB en raison de son taux d'endettement élevé. Autre raison qui pourrait compromettre la capacité de ces pays à rembourser leurs dettes selon les analystes, la chute des prix des matières premières, notamment le cours du pétrole. Les relations commerciales que nous avons avec les autres pays se basent sur les exportations de matières premières, de minerais, de pétrole que nous produisons. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui exporte le cacao brut et dont le cours de ce même cacao est en train de se déprécier, voit son PIB qui est en partie lié à la production de cacao baisser. Et donc, plus le PIB du pays en question baisse, plus les répercussions sur la croissance économique également de ce pays-là se fait ressentir. Ces dernières années, le Mozambique a emprunté 850 millions de dollars américains pour soutenir la pêche. La dette du Ghana pourrait lui coûter 65% de son PIB, alors que celle du Sénégal est évaluée à 50%. Daouda, comment jugez-vous cette multiplication des levées de fonds sur le marché international par les pays du continent? Je pense, Amira, qu'il faut trouver les ressources. Quand vous avez des ressources limitées, il faut les trouver. Ça, c'est clair. Par contre, pas n'importe comment. Il faut voir que la plupart du temps, il ne faut pas que ces fonds soient utilisés pour des raisons politiciennes. Moi, j'ai réalisé ça pendant mon mandat. C'est la course vers la dette pour faire des infrastructures. Parfois, on ne sait pas si c'est des choix judicieux par rapport à telle zone ou telle autre. Donc, ça pose quand même un problème parce que c'est une dette qu'il faut rembourser. Et c'est une dette qu'il faut rembourser avec des intérêts. Ce qu'on appelle le service de la dette même avec ces intérêts. Quand vous avez une dette qui fait quasiment 100% de votre PIB, je pense que là, vous avez un problème. Et le problème également, c'est au niveau des agences de notation, puisque ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette, c'est un critère important que Moody's, Fitch, ou etc. prennent en compte. Et donc, quand vous êtes noté les fameux A, B, C, D, moins, plus, etc., ça fait que, suivant votre notation, vous pouvez emprunter à un taux intéressant ou pas. Donc, emprunter à des taux très importants, ça asphyxie les pays quelque part et le remboursement de la dette pose problème. Une dette n'est efficace que si le projet pour lequel elle a été contractée génère suffisamment de revenus pour pouvoir assurer le remboursement à la fois du capital et des intérêts. Ça, c'est un choix judicieux. Par contre, ce n'est pas le cas toujours dans les pays africains. Samuel, trop de risques à multiplier ces levées de fonds sur le marché international? Oui, il y a toujours des risques. Mon problème, c'est, comme le disait Daouda, c'est où est-ce qu'on investit cette dette? Est-ce qu'on l'investit dans des secteurs économiques productifs capables de créer des richesses, capables de dynamiser le secteur privé, capables de créer des emplois pour limiter la montée sans cesse du chômage en Afrique? Si c'est dans ce sens-là, oui, il est normal que les pays africains puissent aller chercher de l'argent là où il se trouve. Mais maintenant, si cet argent sert à réguler la dette intérieure ou à financer le fonctionnement de l'État,
encore que les politiques de rigueur ne sont pas appliquées pour réduire le train de vie de l'État. Aujourd'hui, on observe quand même que les pays comme le Gabon ou le Cameroun demandent aux agents publics de limiter le train de vie de l'État. Ça, on aurait dû le faire par le passé pour limiter les effets pervers de cet endettement, parfois qui est pourtant important à un moment où la précarité internationale est en train d'envahir tout le monde. Donc, pour ma part, la dette constitue un risque, c'est vrai, mais maintenant, le défi qui serait à relever, c'est celui de l'injecter dans les secteurs économiques les plus productifs. L'Union africaine souhaite réduire sa dépendance financière à travers des instruments de mobilisation de ressources. L'organisation continentale a ainsi adopté un principe d'instauration d'une taxe sur les billets d'avion, nuits d'hôtel et SMS en Afrique. Birama Sonera. Un nouveau type de mobilisation des ressources financières pour l'Union africaine. Il s'agit de la mise en œuvre d'une taxe de 2 $ sur les nuits d'hôtel et de 10 $ sur les billets d'avion pour les vols au départ ou à destination de l'Afrique. Objectif, réduire la dépendance de l'organisation continentale à l'égard de ses donataires étrangers. L'Afrique doit pouvoir maintenant se prendre en charge. Et la prise en charge passe effectivement par son autofinancement. Il faut inverser donc la situation de telle sorte que les pays africains soient donc en mesure donc de financer l'Union africaine en concurrence de 90% au moins pour permettre à l'Union africaine donc de pouvoir s'imposer aux États au plan électoral, au plan militaire. Le nouveau plan concernera l'ensemble des 54 États de l'organisation continentale. Selon des observateurs, une collecte de ces taxes devrait permettre de lever 730 millions de dollars par an. Cette manne dépasse les 522 millions de dollars annuels dont l'institution a besoin pour son fonctionnement. Il y a déjà une prise de conscience. Jusqu'à une période relativement récente, ce sont les pays du Nord essentiellement qui contribuaient à ce budget. Maintenant, il y a une possibilité de diversification vers le Sud, mais aussi vers l'utilisation d'autres types de financement. Maintenant, c'est clair que lorsqu'on dépend pour l'essentiel de son budget d'aide extérieure, on devient inefficace. On perd la souveraineté sur les mécanismes décisionnels. La dépendance de l'Union africaine aux financements extérieurs s'élève aujourd'hui à 97%. Pour certains experts, l'accent doit être mis sur la souveraineté monétaire du continent. Une taxe additionnelle de 0,5 $ par SMS échangé sur le continent sera aussi mise en œuvre. Pour des experts, ces mécanismes rapporteraient 1,6 milliard de dollars par an à l'organisation continentale. La matérialisation de ces mécanismes de mobilisation des ressources financières permettra à l'Union africaine de financer 65% de ses dépenses dans un délai de 5 ans à compter de 2016. Gratien, que pensez-vous de cette stratégie, ces taxes sur les nuits d'hôtel, billets d'avion, SMS? Oui, l'Union africaine institue pratiquement une taxe, mais l'Union africaine, ce n'est pas un État. Et on demande au peuple, aux individus de cotiser, de payer la taxe. Or, on a l'Union africaine, l'Union des États. On n'a pas encore connu l'Union des peuples au niveau de l'Afrique. Pour moi, c'est une erreur de la part de l'Union africaine. L'Union africaine doit être financée par les États qui sont membres. Les peuples ne sont pas membres, et donc de ce fait, l'Union africaine aurait dû par exemple dire chaque pays devra contribuer à hauteur de tel pourcentage de son produit intérieur brut ou tel pourcentage du budget. C'est vraiment contrôlable et chaque pays s'organise pour savoir finalement comment est-ce qu'on va prélever le supplément. Mais en réalité, demander à tout le monde de participer dans ce qu'on peut appeler, le marchand, là, c'est devenu un marchand. L'Union africaine, on ne voit pas, les peuples ne connaissent pas. Donc, on ne devrait pas demander aux peuples de participer. Oui, Daouda, quand on voit que certains pays ne payent pas leurs cotisations, et là, on vient demander au peuple de faire des efforts, c'est assez étrange. Oui, complètement, c'est assez étrange. Et je pense que la contribution doit être au niveau des États, tout à fait, et pas au niveau de la population. Et même quand elle est demandée au niveau des États, je pense qu'il faut faire attention aux sources de prélèvement. Parce que j'ai entendu parler aussi d'une taxe sur les aéroports, les avions, etc. Mais Amira, on va tuer le tourisme en Afrique. Déjà, on n'est pas très bon à ce niveau-là. L'Organisation mondiale du tourisme prévoit une croissance d'ici 2020 à 2030, quasiment le double de la moyenne mondiale. Il faudrait qu'on
malgré toutes les crises. Il faudrait qu'on essaie de capter cela, parce que la plupart des pays vivent de ça, en termes de rentrée de devises en tout cas. Donc si on commence, déjà le coût des taxes d'aéroport, c'est le plus élevé sur le continent africain par rapport aux autres espaces aériens. Si on commence encore à taxer, à rajouter des taxes pour financer l'Union africaine sur les avions, moi je suis très sceptique à ce niveau-là. Maintenant, sur les téléphones, bon, qu'il y ait des multinationales qui s'implantent dans nos pays pour faire des bénéfices énormes, dans ce cas-là, on peut leur demander un effort pour contribuer à la construction de l'Union africaine, oui. Alors Samuel, mauvaise stratégie en tout cas selon nos éditorialistes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour favoriser l'indépendance monétaire de l'Union africaine ? Je ne pense pas que ce soit une mauvaise stratégie. Simplement, moi, je me pose juste la question de savoir quelles seraient les modalités de recouvrement. Si jamais les États membres se montrent volontaires et coopératifs, comment l'Union africaine va récupérer cet argent ? Maintenant, s'agissant des sources alternatives de financement de l'Union africaine, je pense qu'il y a un secteur, un élément pour moi qui me paraît pertinent, celui de la contribution du secteur privé. Je pense que le secteur privé s'est montré disponible à venir en aide à l'Union africaine. Très récemment, le secteur privé a pu mobiliser 32 millions de dollars, lesquels 32 millions de dollars ont permis à l'Union africaine de mobiliser 1500 travailleurs dans le secteur de la santé pour venir en aide aux victimes d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Je pense que sur ce plan, l'Union africaine devrait peut-être mieux structurer cette stratégie-là et travailler davantage sur les modalités de recouvrement de ces taxes qu'elle est en train de négocier avec les États membres. Et c'est l'heure de passer au chiffre du jour, 24,3%. C'est le taux de chômage au dernier trimestre 2014 en Afrique du Sud. Donc un taux de chômage qui a légèrement baissé, Gratien. Légèrement baissé, disons, ce sont des chiffres, c'est au niveau de la croissance ou de la progression. Mais sinon, en Afrique du Sud, il y a ce problème d'économie. L'économie sud-africaine n'arrive pas à suivre vraiment les autres économies de l'Afrique parce qu'il y a un problème de gouvernance du pays. Et on voit bien la gestion du pays pose un problème pour Zuma. Et en même temps, c'est normal parce que ce qui arrive en Afrique du Sud, c'est un pays qui est géré par un gouvernement composé par le Parti communiste, composé par l'ANC et composé aussi de COSATU. On ne peut pas demander aux travailleurs de participer dans un gouvernement et en même temps vouloir, disons, améliorer les conditions du pays. Les syndicats se trouvent en dehors du gouvernement, comme le patronat, et laisser faire. Sinon, on est en train de fragiliser, que ce soit les entreprises et aussi la société, parce qu'il y a plus de gens qui parlent au nom des individus. Mais en même temps, la gestion du pays n'est pas très enviable du temps de Zuma. Alors une légère baisse, mais selon certains économistes, Daouda, le chômage réel en Afrique du Sud touche 40% des adultes. 40%, c'est beaucoup, hein. Mais si on reste sur le chiffre officiel qui est déclaré, je dirais que même si l'Afrique du Sud a perdu sa première place sa place de première économie africaine. Voilà, je pense que l'Afrique du Sud fait mieux que le Nigeria sur ce plan-là. En tout cas, 24-25%, c'est des taux de chômage qu'on peut trouver en Europe, hein, l'Espagne, etc. Donc, je pense que moi, je préfère rester sur une note positive, en sachant que si l'économie se diversifie encore plus, on peut arriver à baisser ce taux de chômage. Alors, Samuel, optimiste comme Daouda ou plutôt sceptique comme Gratien ? Optimiste compte tenu de la conjoncture financière internationale. Il faut quand même rappeler que l'économie sud-africaine est considérablement intégrée aux chaînes de valeur mondiales et compte tenu des perspectives économiques reluisantes qui se précisent au niveau européen et au niveau des États-Unis, on pense que la relance économique sera favorable à la diminution du taux de chômage en Afrique du Sud. Alors Gratien, très rapidement. Oui, c'est juste pour dire que l'Afrique du Sud a raté vraiment l'évolution de cette croissance au niveau de l'Afrique parce qu'elle aurait dû accompagner cette croissance, accompagner l'Afrique, notamment au niveau de l'industrie, produire des produits, des biens au lieu d'aller les acheter en Chine. Et ce sera le mot de la fin. Merci Daouda d'avoir été avec nous. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Merci Samuel. Merci, bonsoir. Et merci à vous Gratien. Merci Amira, bonsoir à tous. C'est donc la fin de l'Africa Newsroom, mais ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour un dossier du jour consacré au Sénégal et à la surveillance des frontières terrestres. À très vite.